Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue chez Caribe. On est très heureux d'accueillir ce soir une édition du Sauveur, Anne-Sylvie Omassel, pour la parution de ce magnifique livre Insectes de l'Arcadio Hearn dont on va parler tout à l'heure. Et on est très heureux d'accueillir Jean-Luc André Daciano. Alors on a choisi autour de ce livre Insectes de parler de la présence des insectes et des chats dans la littérature sous la forme d'un duel ou d'une joute pour parler de la présence des insectes. Donc on va commencer par là. Anne-Sylvie et Jean-Luc vont nous parler d'un certain nombre de livres et puis on dira quelques mots de ce recueil magnifique de l'Arcadio Hearn tout à l'heure. Voilà, je voulais faire une première intervention rapide sur les avantages chat-insectes dans la vraie vie. Et je voulais vous donner 3 exemples extrêmement parlants, je pense. Première chose, tout cela, moi je défends les insectes ce soir, il faut savoir. Un peu délicat dans mon cas, mais bon, ceux qui me connaissent sachent ça. C'est un peu un crève-cœur, mais bon, voilà. Première chose, aucun insecte ne s'interpose entre votre main et votre clavier quand vous essayez d'écrire, ou même votre cahier quand vous essayez d'écrire des trucs intelligents. Or, alors que j'écrivais ces 3 lignes, évidemment, j'ai eu un chat qui est venu, alors que 0 moustique, 0 mouche et tout, etc. D'accord, c'est pas la saison. Deuxième chose, quel chat fabrique du miel et de la soie? Hein? Je vous le demande. Les chats, on attend toujours. Dernière chose, le ratio entre insectes vivants et insectes virtuels est quand même nettement plus positif sur Internet que le ratio chat vivant, chat virtuel. Je parle d'Internet. Voilà. Moi j'ai une réponse très simple à ça. D'abord, on constatera que les chats refusent de rentrer dans une société marchande. Donc les chats ne produisent pas de miel, ne font pas de soie, ne font pas grand chose d'ailleurs. Moi-même, j'ai pas produit grand chose pour ce soir, je vais tenter quand même. La seconde chose, c'est que quant au chat virtuel, on constatera que le chat, à la différence du chien, ne tourne pas de film, à part quand il est un extraterrestre. Donc il n'y a pas la 6 chiens fidèles ou Rintintin, parce que le chat n'obéit à personne. Du coup, c'est très difficile de le rentrer dans une fiction de force. Quant au monde virtuel, tout le monde sait qu'Internet appartient aux chats, qu'il y a des lolcats partout, des vidéos de chats partout, et que les insectes, on les tolère, mais dans notre fourrure. Enfin, voilà. Bonne réponse. Bonne réponse. Nous allons donc engager une sorte de première partie où nous allons nous taper dessus à coups de livres, de manière virtuelle aussi, je le regrette pour vous, mais voilà. Et je voulais commencer en fait par un texte de Jean-Henri Fabre, un des textes de Jean-Henri Fabre, le Scarabée, parce qu'il se trouve que c'est un des seuls à peu près disponible facilement sous une forme. Il y a une très belle menthe religieuse parue chez un petit éditeur dont je ne me souviens plus le nom, bon, mais que malheureusement paru l'an dernier, qui est déjà indisponible, c'est tragique. Donc là, le Scarabée chez la petite Vermillon, qui est un extrait de ses souvenirs entomologiques. Alors, l'intérêt de Fabre, c'est que dans une production littéraire, dans une production sur les insectes qui a commencé à se structurer assez rapidement au XVIe siècle, XVIIe siècle, on a commencé à parler des insectes, à les décrire, à les classifier, à en faire des tas de choses, à faire des très beaux, des constructions scientifiques réelles avec les insectes. Fabre, lui, en parle d'une manière qui reste dans la continuité scientifique de tout cela et qui rompt complètement avec tout cela, au sens où, avant lui, on parle des insectes de manière assez distanciée, et que Fabre, qui est né en 1823, qui est nourri d'un certain nombre qui nourrit de tout l'afflux scientifique du XVIIIe et du XIXe siècle, a une relation avec les insectes qui est complètement singulière. Il va vivre avec eux, il va les voir comme des êtres vivants et non pas comme des objets de classification, des objets taxonomiques. Lui, il les respecte en tant
en tant que chose vivante, ou qu'être vivant. Donc il va les observer en essayant de rentrer le moins possible. Il y a des pages assez belles où il explique qu'il ne peut pas les disséquer, par exemple. Enfin, il peut les disséquer, mais les disséquer, pour lui, n'a pas d'intérêt, n'a un intérêt scientifique secondaire. Ce qui l'intéresse, c'est leur vie, et par conséquent, il va se mettre au niveau de leur existence. Et il va, sur à peu près les 30 années de sa retraite, parce qu'il prend sa retraite en tant que, je crois, professeur de sciences naturelles, il prend sa retraite quand il a pas loin de 60 ans, et ça va être le début de sa grande existence avec les insectes. Ça va être le début de son... il s'installe en Provence, à l'Armas, où on peut encore voir sa splendide maison et ses collections, ses manuscrits, etc. Conservés, Dieu merci. Et il va consacrer ces 30 dernières années à observer la vie des insectes et à la décrire sur tous les 3 ans. Il va publier un volume où il va raconter ce récit qui est à la fois scientifique et intensément littéraire. Et il y a un bel extrait de son préfacier qui nous dit la chose suivante. Si nous avons conservé nous aussi l'ingénuité de notre propre regard, Fabre nous apparaîtra comme une sorte de magicien, et le monde de merveilles saugrenues, de drames minuscules dans lequel il nous entraîne, nous semblera tout proche à la fois de celui des créatures de Jérôme Bosch et du pays d'Alice et du pays des merveilles d'Alice, pardon, car cet univers tout extérieur et parfaitement réel rejoint paradoxalement celui de la plus grande intériorité, de l'inconscient, de l'imaginaire et du rêve, puisque tout au fond de nous-mêmes, à la base de notre humanité, nous pouvons retrouver, masqué mais présent, l'instinct. L'instinct qui va être évidemment ce que Fabre va décrire des insectes. Et voici comment il commence à parler, pour vous donner une idée un peu de la manière littéraire et scientifique dont il aborde les choses, le début de son essai sur le scarabée sacré. Les choses se passèrent ainsi. Nous étions 5 ou 6, moi le plus vieux, leur maître, mais encore leurs compagnons et leurs amis, eux, jeunes gens à cœur chaleureux, à riante imagination, débordant de cette sève printanière de la vie qui nous rend si expansifs et si désireux de connaître. Devisant de choses et autres, par un sentier bordé de dièbles et d'eau d'épines, où déjà la cétoine dorée s'enivrait d'amères senteurs sur les corymbes épanouis, on allait voir si le scarabée sacré avait fait sa première apparition au plateau savonneux des Angles, et roulé sa pilule de bouse, image du monde pour la vieille Égypte. On allait s'informer si les eaux vives de la base de la colline n'abritaient point, sous leur tapis de lentilles aquatiques, de jeunes tritons, dont les branchies ressemblent à de menus rameaux de corail, si l'épinoche, l'élégant petit poisson des ruisselets, avait mis sa cravate de noces, azur et pourpre, si de son aile aiguë, l'hirondelle, nouvellement arrivée, effleurait la prairie, poursuivant les tipules, qui sèment leurs œufs en dansant. Et voilà, ça c'est vraiment la manière dont Fabre, sur les milliers de pages de ses souvenirs, entomologiques, l'œuvre de ses 30 ans va quotidiennement, comme une sorte de... On va me dire que je suis obsédée par la question, mais vraiment comme une sorte de dargueur, de dargueur des insectes, où à la place des insectes, enfin, à la place des petites filles, il y a des insectes, va dérouler le fil de son existence, de cette existence complètement en interférence avec la vie des insectes, qu'il observe, qu'il étudie par de nombreux dispositifs scientifiques, et dont, assez curieusement, non, pas si curieusement que ça, suivant le contexte du XIXe siècle, il tire une sorte de morale, et qui est en fait, non pas une morale au sens... voici ce que ces bêtes nous enseignent, mais qui est vraiment une sorte de chose qu'on va retrouver en fait dans tous les écrits sur les insectes, et que je défie quand même Jean-Luc de retrouver chez les chats, qui sont des créatures totalement amorales. Il a besoin, en un sens, de trouver dans ce travail de description à la fois scientifique et littéraire, une sorte de sens que nous disent ces bestioles, que nous disent ces insectes.
Et parlant du Minotaure, qui est un coléoptère, il nous dit ceci. C'est le moment de récapituler les mérites du Minotaure. Lorsque finissent les grands froids, il se met en quête d'une compagne, s'enterre avec elle, et désormais lui reste fidèle malgré ses fréquentes sorties et les rencontres qui peuvent en résulter. Bref, d'un zèle que rien ne lasse, il vient en aide à la fouisseuse, destinée à ne jamais sortir de chez elle jusqu'à l'émancipation de la famille. C'est pas très rigolo en fait. Un mois durant et davantage, il charge les déblais des fouilles sur sa haute fourchue, il les hisse au dehors, toujours patient, jamais découragé par la rude escalade. Il laisse à la mer le travail modéré du râteau excavateur. Il garde pour lui le plus pénible, l'exténuant charroi dans une galerie étroite, très haute et verticale. Alors, un peu plus loin, finalement, épuisé d'efforts, il quitte le logis et va mourir à l'écart en plein air. Vaillamment, il a rempli son devoir de père de famille. Il s'est dépensé sans compter pour la prospérité des siens. De son côté, la mère ne se laisse détourner de son ménage. Sa vie durant, elle ne sort de chez elle. Domimansit, comme disaient les anciens au sujet des matrones modèles. Domimansit, pétrissant ses pains cylindriques, les peuplant d'un œuf, les surveillant jusqu'à l'exode. Lorsque viennent les liesses de l'automne, elle remonte enfin à la surface, accompagnée des jeunes qui se dispersent à leur guise pour festoyer au lieu fréquenté des moutons. Alors, n'ayant plus rien à faire, la dévouée périt. Voilà, donc la triste morale, c'est qu'effectivement, les parents meurent et les enfants rigolent. Là-dessus, je laisse la parole. Oups, c'est difficile. Alors, du coup, quand sur cette bataille chat-insecte, j'ai dit quand même que c'était un peu difficile parce que les bons livres avec chat que je connaissais, je crois que tout le monde les connaît un peu, ça va être le Je suis un chat de Soseki, dont je ne veux pas parler parce que j'ai été traumatisé par la dernière page avec le chat, donc je ne dirai pas pour ceux qui ne l'ont pas lu. Je vous le dis quand même, je sais pas. Si, en fait, on a quand même toute la narration de ce chat qui raconte la vie de son maître, philosophe, et qui explique que philosophe écrivain, et qui se moque un peu de lui quand même, et c'est un très beau surplomb du regard du chat, qui devient l'entomologiste des humains. Et en fait, à la fin du livre, le chat tombe dans une espèce de vasque d'eau ou de bassin d'eau, et on comprend qu'il va se noyer parce qu'il n'arrive pas à remonter et que c'est très épuisant. Donc, du coup, quand j'ai lu ça, moi j'avais été très choqué parce que quand même c'est pas possible de laisser mourir le chat. Alors il y a une légende enfin, tout le monde me dit que c'est pas vrai, mais je maintiens que ça existe. Il y a un auteur de romans policiers japonais qui a écrit une suite à Je suis un chat, et que personne n'a jamais trouvé en France, donc je suis très perplexe. Si vraiment on la trouve pas, je l'écrirai, comme ça ce sera réglé. C'est que, en fait, le deuxième bouquin de cet auteur de polar commencerait au moment où un personnage voit le chat en train de se noyer et le sort de l'eau, le secoue et le pose à terre. Or cet homme aurait juste à l'instant assassiné le maître du chat. Et le chat mène l'enquête pour comprendre qui est ce sauveur qui a tué son maître. Donc, moi j'ai lu un petit compte rendu de ce bouquin qui était une suite de Je suis un chat. Depuis j'ai demandé à des agents japonais de me le trouver. Personne n'a jamais trouvé. Est-ce qu'il existe, est-ce qu'il n'existe pas? Au pire je l'écrirai. Mais Je suis un chat, c'est très bien. Mais voilà, c'est vraiment une suite évoquée par quelqu'un qui souhaiterait l'écrire. Peut-être. Alors là, c'est un grand classique de la littérature japonaise. Il y a évidemment le chat de Bulgakov, Marguerite et le diable, cette espèce de chat géant et débonnaire qui se balade derrière le diable. Bon, c'est pas trop ce qu'il fait là. Mais pareil, on est dans un classique de la littérature russe. Il y a le chat mûr qui raconte la vie de son maître, qui est encore un classique. Donc c'est des grands classiques, mais des choses un peu décalées. J'ai pas trouvé, donc je me suis reporté sur la bande dessinée. Alors en bande dessinée, il y a le chat du rabbin que tout le monde connaît, qui est quand même une petite merveille, mais plutôt que Johann Sfar, j'ai pris son ami Lewis Trondheim pour ce projet amusant qui est Blödsy, et dont le projet éditorial était de faire le chat mûr très bien, Hoffmann, le chat mûr, merveille, grande chose. En plus, moi je l'avais en 2 tomes et c'était très pénible, il a été repris en 1 tome, c'est beaucoup mieux pour la lecture. Et donc Buzz Doll, c'est un projet de Trondheim qui est quand même un gars qui est très oulipo et autres, qui aime bien se donner des obligations, et c'était une planche par jour publiée sur le net. Et personne ne savait où ça allait aller, pas même Trondheim. Donc je vous décris juste comme la première planche qui est très prévisible. Donc on a un petit chat noir, il est tout petit, il est dessiné très simplement, qui dort en boule sur un tapis avec au-dessus une espèce de vase très moche et très grand.
Après, on a le même chat noir sur un autre tapis avec au-dessus des tableaux très laids qui dort la bouche ouverte et en bavant. Puis après, on a le même chat noir qui dort sur un lit, où il y a au-dessus du lit un tableau pas intéressant et puis une fenêtre où on voit qu'il fait jour, donc il dort en plein jour. Puis après, il y a le même chat qui dort sur le haut dossier d'un fauteuil et il bave encore. Puis après, il y a le même chat qui se fait les griffes sur la moquette entre deux vases toujours aussi moches. Et le chat tient un journal et donc il explique quel boulot, aujourd'hui, j'ai testé au moins 2 nouvelles positions. Donc, ça démarre comme ça, on se dit bon, c'est la vie des chats, donc le chat fait rien, le chat fait rien. Et puis finalement, à force de traîner sur Internet, car donc les chats traînent sur Internet, c'est bien connu, Faut que ça. il devient pote avec un certain Doudaï, qui est aussi un chat. Et donc Doudaï lui dit « Où habites-tu » Et Buzz 2, donc il est sur sa table, enfin sur sa chaise très haute, devant son petit ordinateur. Il tape avec ses petites pattes et ses coussinets. Et Buzz 2 répond « Je ne sais pas, dans une grande ville. » On sait qu'il a 6 mois, on l'a appris un peu avant. Donc Buzz 2 lui dit, donc on a toujours la même image à la Trondheim, c'est-à-dire qu'en fait c'est tout le temps la même image en fait. Buzz 2 dit « Un gros balèze très poli m'a pris à ma mère quand j'avais 3 mois. Depuis il m'achète à manger, je vis ici. » Cas suivant, il y a un silence. On sent que c'est le temps de la connexion Internet, qui n'est pas terrible quand même, c'est un peu difficile. Puis, cas suivant, Doudaï lui répond « Quel mélodrame, tout pourri, et moi tu veux que je te raconte comment hier j'ai glissé dans une flaque de boue ?» Silence, toujours la même case. Réponse de Buzzle, donc de Buzzdol, le héros. « J'aurais sans doute plus de peine si je savais ce que c'est qu'une flaque de boue. » Et là, on réalise que ce pauvre chat vit enfermé dans un appartement depuis qu'il a 3 mois et qu'il ne connaît rien d'autre que l'appartement. Il ne sait pas ce que c'est que la pluie, la boue, le vent, etc. C'est une catastrophe. Et on s'attend donc à avoir une vie de chat d'appartement enfermé, si ce n'est que c'est Lewis Trondheim. Et il n'y a pas d'humains dans cette bande dessinée, il y a des extraterrestres. Donc ça commence à se compliquer. Et il devient copain avec son pote Doudaï, qui est un chat semi-sauvage assez tueur en fait. Et ça devient absolument n'importe quoi. Donc je vais pas trop vous raconter l'histoire parce que c'est un peu le... C'était quoi la série du Major Fatal avec Moebius? C'était ça, Major Fatal? Donc c'est le Major Fatal de la bande du chat. C'est-à-dire que le Major Fatal, c'était une espèce de héros habillé époque coloniale, dessiné par Moebius, une planche par semaine. Et c'était de plus en plus n'importe quoi, il changeait de réalité, etc. Donc là c'est pareil mais avec des chats. Et un peu moins dessiné, bien dessiné que le Moebius. Et donc ça devient de plus en plus horrible. Donc on a à peu près un mort toutes les 3 pages. Alors en fait les chats meurent pas parce que lui et son copain chat ils sont vraiment très bons. Il y a des scènes où ils s'entraînent et ils se transforment en Wolverine avec des grosses griffes partout. Mais par contre les espèces d'extraterrestres qui les entourent sont très très mal. Et ils sont confrontés à un super méchant qui est un pingouin. Bon, alors là ça devient vraiment très compliqué. Et puis aussi il a un pote, c'est un poisson qu'il a sauvé parce qu'il allait être ébouillanté, mais le poisson croyait qu'il était dans un jacuzzi. Donc bon, il a expliqué que non, ça marchait pas comme ça. Donc ça évolue de manière assez bizarre. C'est très très long, il se passe plein de choses. Il y a une cruauté tout à fait de bonne aloi. Alors je précise que le pote du chat noir est un chat bleu. Et bleu, un chat bleu, ça c'est important. Et voilà, alors c'est un peu une fin ouverte. On attend la suite. Comme la fin de Je suis un chat. Comme la fin de Je suis un chat, qui est un peu une fin ouverte. Comme la fin du Major Fatal aussi. Et c'est vraiment, vraiment étonnant. Alors je précise que tout ce qui n'est pas chat parle une langue auquel on ne comprend absolument rien. Donc c'est plus ou moins traduit bizarrement. Donc à un moment donné, le chat est arrêté devant une porte et il voit un panneau en langue incompréhensible. Et il y a une espèce de truc à 8 bras très gras qui arrive, qui essaie de tuer le chat depuis un certain temps et qui lui dit, il y a écrit sur la porte que le chat va être décapité, donc évidemment c'est pas comme ça que ça se passe. Donc c'est extrêmement drôle, mais ce qui est assez fort, c'est que les 2 chats ont vraiment des esprits de chat. Ils sont feignants, ils sont totalement de mauvaise foi, ils rebondissent toujours, et au moment où ça devient dangereux, ils ont vraiment de sacrées griffes. Et franchement, les chats, c'est un peu ça. Voilà, donc ça c'était mon petit Bloodsy, qui est vraiment un truc très 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 surprenant et vraiment qui nous amène à quelque chose. On sait pas du tout où on va, c'est très drôle. Voilà, Bloodsy. Effectivement, encore une illustration du total, comment dire, de l'anticapitalisme féroce des. Même en termes de scénario, le chat n'est pas capable de travailler. Voilà, exactement. C'est un peu.
Ce qui est totalement désobligeant. C'est Alors pas que- le côté laborieux de l'insecte qui fait des sociétés Voilà. organisées, qui dessine des octogones parfaits. Non, ça marche pas. Alors non seulement l'insecte dessine des octogones, fait des tas de trucs sympathiques et tout, etc. Mais en plus, d'après notre ami Toby Nathan, dont tu nous diras quelques Ouais, mots tout à l'heure, il donne aussi une sorte de... Enfin, les pratiques sexuelles des insectes donnent des sortes d'indications miroirs aux psychanalystes et au déroulement de la cure psychanalytique. C'est ce que Toby Nathan s'efforce de prouver et il parvient plutôt brillamment d'ailleurs dans ce petit ouvrage qui s'appelle, de manière assez trompeuse, Tous nos fantasmes sexuels sont dans la nature, psychanalyse des copulations chez les insectes. C'est vraiment psychanalyse des copulations chez les insectes. Oui, il parle très peu des humains dedans. Il parle un peu des humains quand même. Ouais. Si. Et donc effectivement son présupposé est que les insectes ils trichent un peu. Il parle des araignées, il parle des scorpions, il arrive même à parler des poissons et il parle d'un truc à la fin qui doit être un concombre de mer. Concombre, chat, bien sûr. Mon Dieu. Bref. Mais voilà. Les chats ont donc, peur des concombres. C'est documenté les sur chats le n'aiment pas les net. concombres. Enfin, les chats stressés n'aiment pas les concombres. Soyons tout à fait clairs. Sur le net, de différentes Parce que j'ai différentes testé avec vidéos. mes chats, Il se passe rien. qui sont des chats aimables et non Et stressés. aimé. Et je leur présente des concombres et ils les regardent les concombres et avec leurs petites pattes, ils caressent le concombre et j'en déduis par conséquent Que c'est ouais, que ça. c'est des chats qui sont peu stressés. Mais voilà, donc néanmoins je vous recommande tout à fait la lecture de ce petit ouvrage parce que, alors contrairement à Fabre, ce qui est très clair, c'est que Toby Nathan ne vit pas avec les insectes. Toby Nathan vit de temps en temps avec des patients, si je comprends bien. Avec des Enfin, en tout patients cas, et on en parlera pas. Il il a une vit surtout interaction. avec des chats, mais il vit aussi avec des patients. On en il a parlera une pas. interaction avec des patients. Mais alors voilà, il explique par exemple ceci. Je ne sais si les schizophrènes, dans leurs moments de violence destructrice et autodestructrice, laissent s'exprimer une pulsion de mort comparable, ou bien nous montrent l'agressivité d'autres personnes dont ils sont les simples dépositaires. Cette omniprésence de la mort chez certaines personnes n'est pas sans rappeler la crise d'Amok-Malais, dans lequel le sujet est pris d'une fureur meurtrière, au cours de laquelle il tue toute personne rencontrée pour finir par être mise à mort à son tour, après avoir provoqué une véritable hécatombe. Tous ces états nous laissent l'impression que ces personnes sont animées d'un fantasme selon lequel leur rencontre avec un partenaire ne peut que provoquer la mort de celui-ci. Encore une fois, nous trouvons ce fantasme réalisé dans le règne animal. Chez les éléidés, une espèce de moustique, la femelle est un ogre insatiable, passant son temps à se précipiter sur d'autres moustiques et à les dévorer en plein vol. Or, la copulation des éléidés se passe de la manière suivante. La femelle plonge en piqué sur un mâle en train de voleter parmi une nuée de congénères. Elle s'accroche à son abdomen et à l'aide de ses pinces buccales lui perce la tête afin de lui injecter un liquide dissolvant. Devenus liquides, les organes du mâle sont absorbés par la femelle comme à l'aide d'une paille. Puis elle jette la carapace de sa victime. Toutefois, avant que cette carapace ne tombe définitivement, la partie inférieure de l'abdomen du mâle adhère encore un certain temps à l'abdomen de la femelle et le fertilise. Ce qu'il nous faut retenir, c'est que ce scénario est le seul mode de copulation des éléidés. Pour qu'un mâle puisse féconder une femelle, il faut qu'il soit attaqué, tué et dévoré par celle-ci. Ainsi, le fantasme selon lequel la seule rencontre avec l'autre entraînera sa mort est-il réalisé stricto sensu chez les insectes. Autre histoire tout à fait effroyable que nous raconte Toby Nathan. Nous savons depuis longtemps que la menthe religieuse dévore son mâle après l'accouplement. Jean-Henri Fabre, on en revient à lui, a décrit en détail l'accouplement de cet insecte, mais attribue cette caractéristique à la faim insatiable de la femelle. Il est vrai que la menthe religieuse est un infatigable chasseur. Or, Robert Burton a décrit récemment une espèce de menthe religieuse dont le système nerveux possède un mécanisme inhibiteur qui empêche le mâle d'expulser sa semence. Ce n'est qu'en débarrassant le mâle de ce ganglion nerveux qu'on peut lui permettre de performer un accouplement. Et le seul moyen de lui retirer ses inhibitions est de le décapiter. Eh oui. Voyons maintenant comment l'opération se déroule dans la nature. Parce que quand même il a lu des bouquins, Toby Nathan. Lorsque le mâle aperçoit une femelle, il se fige immédiatement pour ne pas trahir sa présence. Puis il s'approche de la femelle. On retrouve tout ça dans Lewis Trondheim. Il s'approche la femelle par l'arrière, si lentement qu'il est nécessaire d'utiliser une caméra en accéléré pour percevoir son déplacement. Il lui faut 1 heure pour franchir 30 cm. S'il va trop vite, la femelle le dévorera sans lui donner une seule chance de la féconder.
S'il n'est pas surpris et parvient suffisamment près de la femelle, il bondit sur son dos et adopte la position d'accouplement. C'est alors que la femelle lui tranche la tête à l'aide de son bras ravisseur, le libérant de son inhibition et le permettant de la féconder. Après la copulation opérée par ce corps sans tête, la femelle dévore le reste du mâle, n'en laissant que les ailes. Voilà, je vous rassure, dans ce petit ouvrage court mais efficace, il y a des histoires de fécondation et des histoires de transfert et des histoires de cure psychanalytique qui sont un tout petit peu plus rassurantes que... mais tout cela est intéressant. Alors, évidemment, par rapport à Fabre, Nathan est dans une position beaucoup plus distante et il a cette parole qui est de dire, qui vient de Devereux, je pense, qui est de dire que les fantasmes, il faut que je retrouve ça, voyons. Naturellement, j'avais mis un papier que j'ai oublié. Je vais tomber dessus. Voilà. Georges Devereux a démontré qu'il n'existe pas de fantasme décrit par la psychanalyse qui ne trouva son équivalent dans une pratique, une tradition culturelle, un mythe ou simplement un rêve. Et l'idée, c'est que les insectes proposent aux hommes des fantasmes tellement excessifs, enfin des pratiques plutôt tellement excessives que celles-ci ne peuvent être que des fantasmes. Elles sont pratiques chez les insectes, elles sont fantasmes chez les humains. Donc on est vraiment, et je mets au défi quand même mon camarade Jean-Luc, on est vraiment dans une séparation totale entre l'insecte et l'humain chez Toby Nathan. Cette espèce de système de tu es ce que je ne suis pas, je suis ce que tu n'es pas, qui est assez différent de ce qui se joue chez Fabre et qui est assez différent, comme on le verra, de ce qui se joue chez Lafcadio Hearn. Mais qu'as-tu à dire à cela, cher Jean-Luc ? Déjà, indépendamment de la littérature, il faut avouer que, mais peut-être beaucoup de gens le savent déjà ici, que la sexualité des chats n'est pas beaucoup plus joyeuse que la sexualité des insectes. Mais bon, je sais pas, c'est un peu scabreux comme sujet. Mais nous sommes grands. Tout le monde a déjà entendu les chats hurler la nuit pour appeler leur douce, et inversement. Ce qu'on sait un peu moins, c'est que les chats ont un sexe à picot, et que donc au moment où le mâle est en train de féconder la femelle, il y a des picots qui sortent de son sexe et qui se plantent dans le vagin de la femelle, ce qui lui fait extrêmement mal, et qui ne peuvent se rétracter que après fécondation. Donc on ne peut pas séparer des chats en copulation. Et c'est très 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 douloureux pour la femelle. Donc quelque part, ces postures d'insectes assez radicales sont compliquées. Là, je vais botter en touche sur les insectes parce que en fait c'est un hasard complet, mais Toby Nathan est quelqu'un que j'ai croisé plusieurs fois et que j'aime beaucoup. Et qui vit avec des chats, donc finalement on peut faire ça. Pas avec des insectes, hein, oui, non, mais c'est l'élève de Georges Devereux qui est le fondateur de l'ethnopsychiatrie, qui est donc ce mouvement qui consiste à dire que à sortir du discours freudien lacanien, comme quoi il y a l'universalisme de l'Oedipe et des mythes oedipiens qui structurent l'humanité. Et Georges Devereux dit mais en fait les mythes freudiens, enfin, les mythes grecs structurent l'humanité occidentale, et si vous êtes en train de travailler avec un schizophrène d'Afrique septentrionale ou avec un schizophrène d'Asie du Sud-Est, il faut tenir compte de son paysage culturel et des mythes propres à sa culture. Il devra beaucoup travailler avec l'Afrique. Je crois qu'il était lié aussi à Jean Rouge par d'autres biais, mais ça c'est annexe. Et Toby Nathan, qui est donc son principal héritier en France, a monté une école à Paris 11, je crois, qui était assez intéressante. C'était aussi un des premiers à avoir mis en ligne tous ses cours. Donc il y a des cours très drôles de Toby Nathan en train d'agiter un poulet devant ses étudiants et d'expliquer que le poulet est la symbolique de ceci et de cela. Et il est totalement détesté. Alors, c'est un vrai psychiatre et un psychanalyste et dans une certaine mesure un anthropologue. Il est égyptien, séfarade égyptien, il est assez multilingue et il est toujours très très vivant, très narquois et en pratique. Et les 2 dernières fois où je l'ai vu en conférence, systématiquement il y avait dans la salle des psychanalystes qui venaient là pour l'insulter en public. Parce que sa posture de dire que le principe oedipien n'est pas universel et qu'il faut tenir compte des mouvements, enfin des cultures
local. C'est un horrible culturaliste. C'est un horrible culturaliste en fait, ça passait pas. C'est affreux. Et alors lui il répondait en rigolant aux psychanalystes qui étaient en train de le critiquer, mais vous vous rendez compte quand même, les psychanalystes, au nom de leur éthique, demandent à être payés en liquide, ça s'appelle contourner les impôts, comment est-ce que vous voulez qu'on vous croie? Donc évidemment ça montait très vite en puissance. Et donc il est très très narquois, et il a cette ambiguïté en vieillissant de faire des blagues sur la présence des esprits et des fantômes, ce qui déstabilise beaucoup l'auditoire, puisque quand il y a un Larsen, il dit, oui, il se passe quelque chose avec la technique, mais peut-être qu'il se passe quelque chose aussi avec les esprits. Et quand vous le voyez, vous avez vraiment l'impression, il est tout petit, d'avoir une espèce de matou gourmand qui prend plaisir à déstabiliser l'auditoire, et à un petit coup de griffe comme ça, à dire beaucoup de méchanceté avec un grand sourire. C'est vraiment un drôle de bonhomme. C'est un personnage intéressant et un intellectuel important, mais c'est une espèce de charmeur-joueur. C'est un chat. Ouais, c'est un chat. Il y a un côté très chat. Alors ce bouquin-là, moi je l'avais lu il y a très longtemps. Dans une autre époque de ma vie, je m'intéressais à la psychanalyse. Et son titre original, c'était... La psychanalyse et son double. La psychanalyse et son double, et un sous-titre c'était Copulation des insectes et je sais plus quoi. Les fantasmes sexuels, les transferts psychanalytiques, Voilà, et la copulation des arthropodes. Voilà, merci. Il date de quand alors? La première édition date de 79. Et Deuxième édition en 83. Ah, moi j'ai Ça, l'édition c'est de là. 83 que j'ai dû acheter Il y a en toutes les préfaces, 88 ou 89. C'est un texte assez court. Ouais. Et Toby Nathan, par ailleurs, pour ceux que ça intéresse, a lu un jour James Ellroy. Il a lu le Quatuor de Los Angeles d'un coup. Il en est tombé totalement amoureux, ça lui a fait un choc. Et dans la nuit, dans le mois qui a suivi, il a écrit Sarajevo, qui est un polar qui est publié aux éditions Rivage. Et derrière, il y a Dieu Dope, enfin il y en a 3 je crois, 3 peut-être 4. Et alors le problème de Sarajevo, c'est que le héros c'est lui, c'est-à-dire c'est un psychanalyste un peu trop élégant, qui fait de l'autopsychiatrie, donc il y a son meilleur ami qui lui dit tu sais que l'élégance c'est aussi une forme de folie, patati patata, et qui est contacté par un commissaire parce qu'il y a un tueur en série qui tue les gens selon des mises en forme qui correspondent clairement à des rituels africains. Et Sarajevo est pas le meilleur livre du monde, mais en polar français ça fait partie des choses les plus intéressantes que j'ai pu lire. Diodop est très bien aussi. C'est pas un grand romancier, il y a des erreurs de ci, de là, il y a des dysfonctionnements, mais il y a des moments tout à fait lumineux. Bravo. Diodop parle aussi du rapport entre la dope, la transe, etc. Après j'ai un peu décroché, je sais qu'il les a réécrits et améliorés au fur et à mesure des rééditions. Il y en a 2 versions en fait. Ouais, voilà. Qui sont concurrentes parce qu'effectivement il y en a une qui est la version d'origine et l'autre qui est une grosse réécriture qu'il a faite. Ouais. Donc j'ai pas lu la réécriture, je sais pas ce qu'il en est. Il y avait une adaptation cinéma avec Aïssa Maïga et ce grand acteur de presque 2 mètres qui joue aussi avec Peter Brook. Voilà. Ouais, je crois, hélas. En même temps, si c'est un chat, quelque part. Et moi, j'avais vraiment eu beaucoup de plaisir à lire Sarajevo et Diodop. Malgré les défauts qu'il pouvait y avoir là-dedans, il y avait un côté assez jouissif et assez sympathique. Entre autres, il y a un fou, il y a un demi-fou qui vit dans le métro. Et puis à un moment donné, il assiste à une agression, il a un déclic, et en fait, c'est un ancien mec très dur. Et il y a des vrilles comme ça. C'est pas inintéressant. Ça manque un peu de tenue par moment, mais c'est pas inintéressant. Et quand François Greff avait rencontré Toby Nathan, ils avaient tellement sympathisé que Nathan avait amené Greff dans son université pour parler polar et tueur et symbolisation du tueur dans la littérature et tout. C'était assez drôle, j'avais bien aimé. Donc voilà, j'ai zappé un peu les chats, mais je fais la pub de Toby Nathan. C'était un peu un gros matou, un petit matou. Anne-Sylvie ? Oui, non, ben non, c'est à toi. C'est à toi. Moi, non, je continue sur Lionel Jospin. Je vous ai amené un livre qui a un titre horrible, c'est Lionel Jospin et les PD du cul. En fait, c'est très très drôle. C'est une bande dessinée parue chez Marouani Comics. Je n'ai jamais rien vu de Marouani Comics dans ma vie, donc je ne sais pas du tout ce qu'ils font d'autre. Et j'avais rencontré David Snug, j'espère pour lui que c'est un faux nom, au MK2, MK2 Loire, c'était Alice qui l'avait invité. Et c'est une espèce de dessinateur punk, hein, il a des dogs, il a une grosse barbe rousse, il est chauve, il porte des trucs bizarres, des gros trucs en laine avec des treillis.
Et comme il est musicien, il avait amené sa batterie, son micro et son pote guitariste. Et en plein milieu du MK2, il avait fait une chanson. Merci Marianne Carmis pour tous les films pourris que tu nous produis. Merci Marianne Carmis pour tes films américains qui sont vraiment pas bons. Pendant 10 minutes, en plein milieu du MK2, tout le monde était tétanisé. Tout le monde priait pour qu'aucun membre de la direction soit là. Et voilà, il est vraiment très très drôle. Et alors ce bouquin-là, qui est vraiment une très très bonne bande dessinée. Alors je vous précise tout de suite le titre, c'est parce que les deux héros, dont je vais vous en expliquer un peu plus après, montent un groupe de rap et traduisent littéralement le nom d'un groupe américain qui marche bien. Évidemment, ils ne sont pas très bons en traduction, donc ça donne cette chose absolument absurde. Mais quand vous ouvrez cette bande dessinée, voilà, hop, hop, vous avez donc un chat qui a l'air très triste, qui a un cartable, les mains dans les poches, il a un short, un permuda bleu, des baskets rouges, des petites soquettes blanches, et donc une chemise à carreaux, et il marche, il y a un lampadaire. Et puis il passe devant une école, il y a marqué école, donc on comprend que c'est une école. Il a toujours cet air triste avec sa bouche vers le bas. Et en fait il fait demi-tour, il continue de marcher. Et puis là il arrive dans la forêt, donc il a l'air plus heureux parce qu'il sort les mains de ses poches et puis qu'il y a ses pattes toujours avec ses chaussures et son permuda qui s'agite un peu plus. Puis là il balance son cartable, il écarte les bras, il a l'air très content, il fait une sieste et il sourit. Donc il fait d'abord une sieste un peu comme un humain, sur le dos, les bras derrière la tête. Puis la case d'après ressemble un peu plus à un chat, il est un peu roulé en boule, mais il a toujours sa petite chemise à carreaux. Et puis il a toujours son cartable et ses petites chaussettes. Et puis à la troisième bande, il y a des pieds qui apparaissent, donc un costume gris, impeccablement, avec le ourlet très bien fait, et de belles chaussures en cuir marron. Et page suivante, on a une ouverture, et en fait c'est Lionel Jospin, ce qui est quand même assez surprenant. Lionel Jospin qui est parfaitement Lionel Jospin, des beaux cheveux blancs bien coiffés, des lunettes carrées, un costume gris, une chemise grise à carreaux, une cravate bleue, etc. Et Lionel Jospin regarde le chat en costume, enfin en tenue d'écolier, et lui dit « Mais dis donc, tu dors dans la forêt en pleine journée alors que tu devrais être à l'école. » Tourne la page. Lionel Jospin est moraliste, on le connaît, on le sait tous. Et donc il continue, il lui dit « C'est important les études, tu fais l'école buissonnière. » Donc là ils sont accroupis en fait. Et le chat a repris sa tête de chat déprimé et lui dit « Non, j'ai fugué. » « Mais pourquoi donc ?» demande Lionel Jospin. « Tu n'es pas bien chez toi ?» Et le chat, toujours avec son air triste, lui dit « C'est pas facile d'être un chat, tu sais. » Alors on peut penser ça sur un air un peu chanteur. « C'est pas facile d'être un chat. » Enfin bon, mais c'est quand même un peu surpris. Lionel Jospin a, c'est important, toujours exactement la même expression. C'est-à-dire que rien dans son visage ne bouge. C'est toujours le même visage, dessiné de la même manière, avec la bouche du même truc. Ses mains bougent, son corps bouge, mais sa tête est toujours parfaitement identique à elle-même. Lionel Jospin est un insecte. Lionel Jospin est un peu un insecte, sa tête ne bouge jamais. Et le chat lui répond, donc après je ne sais pas c'est quoi le problème, mes parents sont des êtres humains. Ils m'ont adopté. Et alors là on a une focale, il n'y a plus que la tête du chat. Ils n'y connaissent strictement rien. Je suis leur premier chat. Ils sont persuadés que mon kiff, c'est de dormir dans un panier ou de chier dans une litière. Case suivante, toujours la tête du chat. Par contre, ils mettent un point d'honneur à ce que j'aille à l'école, comme un enfant normal. Bon, là, ça devient compliqué. Donc, on a 3 cases de suite avec Lionel Jospin, toujours avec la même expression, entouré de points d'interrogation. Et il lui dit, c'est bizarre ton histoire. Un chat qui va à l'école, ça n'existe pas. Le chat le regarde et lui dit, parce qu'un chat qui parle, ça existe non plus. Alors, je ne vois pas celle qui m'empêche d'aller à l'école. Et page suivante, on a une révélation. Le chat explique à Lionel Jospin, pour tout dire, je suis convaincu que mon père c'est Walt Disney. Évidemment, Lionel Jospin est rationnel, donc il répond au chat, mais voyons, Walt Disney est mort bien avant ta naissance. Le chat est un chat, donc de mauvaise foi. Enfin, c'est un détail. Quoi qu'il en soit, n'oublie pas qu'il est le père d'une célèbre souris qui parle. Alors, quand il a donné naissance à un chat qui parle, il s'est dit que ça pouvait être dangereux pour la souris et il a préféré se séparer du chat. Car la souris est le fils préféré de Walt Disney et le chat a été renié par son père. Et de là démarre une grande amitié entre Lionel Jospin, qui est toujours élégant, mais qui vit dans une grotte parce que quand même il s'est retiré de la vie politique, et le chat qui ne sait pas trop quoi faire de ses journées. Et à un moment donné, il y a une révélation. Ils vont rencontrer un groupe de rap. Alors je vous passe un peu des pages, mais parce qu'il y a quand même une phrase qui est hyper importante. Alors, il faut que je vous la retrouve parce que j'ai oublié de mettre des petits papiers. Donc il explique qu'il est Lionel Jospin, qu'il a fait plein de choses. Alors on lui explique à Lionel Jospin qu'il a vraiment toujours la même tête et que ça va pas. Cas suivante, il a
un sac en papier sur la tête. Bon. Et il se demande un peu quoi faire, et donc il retrouve des rappeurs. Alors attendez, faut que je vous la trouve parce qu'il y a plusieurs révélations comme ça. Donc les rappeurs se demandent comment ressembler à des vrais rappeurs. Et ah là là, je suis un peu. C'est un autre volume en fait. C'est un autre volume, c'est la suite. Non, il n'y a pas encore. Hélas, il n'y a pas eu la suite. Donc les rappeurs font du rap. Après, il tape sur Lionel Jospin, qui a très très mal. Mais même quand il se fait complètement casser la gueule, il a à peu près la même tête, juste avec des dents en moins. Il est pris en otage. Ce qui est quand même. Ne raconte pas la fin, tout à Non, je raconte pas la fin. Mais... Et alors, à un moment donné, je vais quand même vous trouver ça. Ah, puis après, je passerai quand même. Pendant que tu cherches, je vous explique vas-y, pourquoi le Jospin est effectivement un insecte. Les insectes ont, d'un certain point de vue, opté pour des organisations de leur existence opposées à ceux des vertébrés et partant des mammifères, donc des chats. Les corps des insectes opposent au monde une surface rigide, une carapace, une sorte d'armure protégeant en une centralité molle et complexité infinie d'une ingénierie chimique sophistiquée. Inversement, les vertébrés ont adopté une surface relativement molle, une peau sensible et énervée, enveloppe aux aguets, et une centralité dure faisant structure, un squelette. Les uns étant le négatif des autres, il n'est pas étonnant de trouver dans les folies des uns la normalité des autres. Une exception toutefois chez les vertébrés, plus encore chez l'être humain, le crâne. Notre crâne, dur à l'extérieur, caparaçonné, pardon, excusez-moi, bien sûr, cuirassé, contient 3 livres de matière molle, complexe, baignant dans des sucs et traversés de courants. Tels sont les insectes. Notre crâne est un insecte portatif. Pas mal. Alors vas-y, trouve-le que le chat est un. Alors moi je peux vous prouver que le chat est un vrai cynique, libertaire mais peut-être libertarien, on ne sait pas. En tout cas, c'est un cynique. Donc nous avons sur le même canapé derrière, il y a une espèce de tapisserie à fleurs, Lionel Jospin et les rappeurs qui avaient tenté de l'enlever avant parce qu'ils croyaient qu'il était riche. Et le chat leur fait la morale à tous. Et le chat dit: vous autres rappeurs, vous êtes de gros. On voit le chat de dos et il agite sa petite patte comme ça. Vous autres rappeurs, vous êtes de gros arrivistes attirés par le succès uniquement pour conduire de grosses bagnoles et vous tapez des filles en bikini. Ah. Tout le monde est immobile en face. Mais a priori, pour réussir dans le rap, faut faire un minimum semblant d'en avoir quelque chose à foutre des problèmes de banlieue. Non. Après tout, c'est quand même les racailles qui achètent vos disques. Case suivante. Quant à toi, Lionel, ta carrière est à l'eau. Pourtant, tu rêves de revenir au sommet, d'avoir à nouveau du pouvoir, un chauffeur et de privatiser un tir à l'arigot. Or, vous avez un énorme point en commun. Vous êtes tous des arrivistes de droite qui ont choisi, pour réussir, de faire croire qu'ils sont de gauche. Alors, unissez-vous. Lionel, la vie t'offre une deuxième chance. Grâce au hip-hop, tu vas pouvoir retrouver ta notoriété d'antan. Et là, on a sur le canapé les 4 lascars, dont Lionel Jospin, qui disent: mais t'as carrément raison, le chat. Les rappeurs, c'est comme les socialistes, c'est juste des mecs de droite qui font croire qu'ils sont de gauche pour conquérir le devant de la scène. Et c'est là qu'ils lancent une énorme carrière de rappeur, qui va être confronté à un souci. Laurent Fabius intervient. Je vous en dis pas plus. Et les pays du cul, qui sont-ils? Alors en fait, c'est le nom du groupe de rap. C'est le nom du groupe. C'est-à-dire qu'ils prennent un tas de groupes de rap américains et ils traduisent les noms des groupes de rap. Et ils se rendent compte que tous les noms de groupes de rap sont des vulgarités, machin, etc. Et ils essaient de trouver. Et comme ils sont pas très finaux et qu'ils n'ont pas vraiment compris l'esprit, parce que c'est quand même Lionel Jospin qui cherche le titre, ça donne ça. Voilà, donc ça c'est mon histoire de... Tout ça sous la férule du chat machiavélique, fils caché de Walt Disney. Oh. Allez. Quand même. Et en fait, on va poursuivre dans la bande dessinée avec L'Enfant Insecte de Hideshi Ino. Là, on est littéralement dans une métamorphose qui doit évidemment largement à Kafka, mais qui reproduit aussi en fait autant dans les récits, les choses précédentes, on était dans une distance appréciable, autant là on est l'enfant qui est déjà à la base un enfant marginal et qui vit essentiellement, enfin qui pourrait vivre dans sa famille tranquillement, mais qui préfère la compagnie des insectes parce qu'il est déjà un peu rejeté par sa famille et ses petits camarades.
à un certain moment de son existence pas très heureuse, expulse une matière de son corps, et dans cette matière, il y a un insecte qui le pique, et la morsure s'avère terrible, et le transforme en une larve géante. Et en fait, au cours de cette lente métamorphose, de cette longue métamorphose, il va expérimenter diverses phases de la relation avec les humains et de la relation avec le monde. Une phase d'essai d'intégration, une phase de séduction, ensuite une phase de prise de conscience du fait qu'il est dangereux et qu'il peut tuer, en fait, ensuite une phase de massacre, ensuite une phase de regret, en fait des tas de choses assez bouleversantes. Et voilà, faut apprécier le dessin, mais c'est un drôle d'ouvrage, et Hideshi Ino est très je ne sais pas dans quelle mesure on peut le rapprocher d'autres dessinateurs et d'autres auteurs de manga. Je ne voudrais pas dire de bêtises, j'ai deux autorités au moins dans la salle, donc, mais j'ai trouvé un texte que lui adressait Suihiro Maruo, que je n'ai malheureusement qu'en anglais, et qui a un texte qui s'appelle Fausse Amida Sutra d'un embryon qui rêve. Je vous le lirai pas, mais qui est un texte qui en fait qui accumule toutes les choses qu'on va pouvoir trouver chez Ino, qui est né en 1946, qui a une carrière de dessinateur qui se déploie depuis les années 60 ou 70. Et on est vraiment dans adoptant l'existence, la posture, et enfin pas la posture, mais le corps d'un insecte. Jusqu'ici on était dans un extérieur, mais là on est vraiment à l'intérieur. Le personnage fait l'expérience, une expérience sensorielle à la fois totalement chaotique, totalement démoniaque, et qui rencontre aussi à un certain moment diverses étapes qu'on pourrait décrire comme psychologiques et morales, et rappelle en cela évidemment les textes dont on a déjà parlé. À la suite de ça, je ne peux que vous conseiller de toute façon la lecture non seulement d'autres livres de Ino, mais aussi pour ceux qui s'intéressent à la chose, de Suihiro Maruo, dont on a peut-être des choses ici, non peut-être pas. Et je voulais en profiter pour signaler aux gens qui apprécient la chose que les éditions Cornelius entament à partir de ce mois-ci l'édition des dessins d'un autre très grand illustrateur, alors pas un mangaka, mais un illustrateur japonais qui s'appelle Toshio Saeki. Et on est là aussi dans une zone, alors il n'y a pas nécessairement des insectes, mais il y a des monstres et des jeunes filles, et on est dans une zone intermédiaire que décrit assez bien cet ouvrage, et qui est au fond aussi la chose qui nous intéresse quand on s'intéresse à l'insecte, quand on s'intéresse à une forme d'existence à la fois extrêmement différente et extrêmement en miroir. Donc voilà, Toshio Saeki, on commence par Le Rêve écarlate chez Cornelius. N'ayez pas peur, il n'y a aucune parole, donc c'est uniquement des dessins et c'est absolument somptueux. Voilà, donc on va commencer par l'observation, on finit par la métamorphose, et je pense qu'on va retrouver toutes ces figures plus ou moins chez Lafcadio Hearn. On en parle après une pause, on en parle maintenant, ou on en parle maintenant. Voilà, parfait. Alors chez Lafcadio Hearn, comme chez Toby Nathan, il y a aussi des observations naturalistes, mais par contre on est dans un registre beaucoup plus poétique. Moi j'étais très contente de savoir que les éditions du Sonneur avec Anne-Sylvie faisaient paraître ce recueil, parce que ça faisait un certain nombre de fois que je croisais Lafcadio Hearn au fil de nombreuses lectures, la plus récente étant dans le livre de Patrick Autreo, Le Grand Vivant, où il y a une introduction sur les cigales, et où il a directement, ça lui a été directement inspiré par le texte sur les cigales de Lafcadio Hearn. L'autre chose sur ce livre, c'est que c'est un livre vraiment inclassable, comme on les aime beaucoup ici, donc avec des textes qui ont été traduits par Anne-Sylvie et puis précédemment par Marc Loger et de Joseph de Smet.
Alors déjà la vie de Lafcadio Hearn est particulièrement fascinante. Il y a une excellente préface d'Anne Sylvie au livre qui parle notamment de ça, oui, je peux le dire. Bon, je pense que vous connaissez sa vie. Enfin, il est né dans les îles Ioniennes, il avait un père irlandais et une mère grecque. Il a été apatride, il a vécu dans pas mal d'endroits, en Europe, en Martinique, aux États-Unis, notamment à la Nouvelle-Orléans, où il a écrit un certain nombre de textes qu'on retrouve dans le recueil. Et puis il arrive au Japon en 1890, et là on a l'impression qu'il a trouvé une patrie où il s'est établi, où il a pris un nom japonais, il s'est marié avec une japonaise, il a enseigné dans un certain nombre d'endroits. Il n'a jamais complètement maîtrisé la langue japonaise, mais il a écrit en anglais, avec donc notamment un de ses élèves qui lui a apporté énormément des textes poétiques qui sont dans ce recueil, et grâce à qui la publication de ce recueil autour des insectes a été faite pour la première fois en 1921. Je crois. En fait, plusieurs élèves de Lafcadio Hearn avaient décidé dans les années... avait décidé dans les années 20 de faire une vaste édition de divers volumes. Alors certains volumes qui reprenaient ces volumes, ces volumes à lui, et puis d'autres volumes qui étaient anthologiques. Il y en a un sur la mer, il me semble, et il y en a un sur les insectes, donc qui est paru en 1921, et dont malheureusement le stock a disparu dans le grand tremblement de terre de 1923. Ce qui fait que le livre lui-même, en fait, est extrêmement difficile à trouver. C'est vrai que quand on cherchait parce qu'on avait depuis longtemps l'envie de faire quelque chose sur Lafcadio Hearn au Sonneur avec Valérie, quand on cherchait quelque chose à faire, on est tombé sur cette anthologie et on s'est dit bon, très bien. En fait, on s'est rendu compte qu'il y avait d'autres textes qui pouvaient la compléter, que l'anthologiste de 1921 d'ailleurs n'était pas, ne le connaissait pas forcément. Et donc voilà, donc on a un volume qui est plus ample par rapport au volume de 21, mais qui reflète cette chose cette fascination ou cet intérêt assez étrange de Hearn qui s'explique très bien au bout d'un moment pour les insectes. Donc il était, ce qui est fascinant avec cet homme, au-delà de sa vie, c'est le fait qu'il a toujours été à la croisée de deux cultures, influencé à la fois par les récits. 2 ou 3, ou 4. Ou plusieurs. Et donc influencé par les récits surnaturels, fantastiques, d'horreur, à la fois dans la culture occidentale, de la culture grecque antique et la culture japonaise. Donc évidemment, il était surtout connu en France jusqu'à maintenant pour son recueil Kwaidan, on dit Kwaidan, c'est ça, Kwaidan, donc qui rassemble des histoires de fantômes. Les textes, il y a une expression de Nebal dans sa chronique que j'ai beaucoup aimée. Il dit des petites choses délicates qui se muent en un immense sujet. J'ai trouvé ça très beau parce qu'en fait, quand on le lit, il y a des textes absolument fascinants, notamment les textes sur les lucioles, les textes sur les insectes musiciens. Et en fait, il y a à la fois des observations poétiques, du folklore, mais à partir de là, il en fait quelque chose de beaucoup plus vaste, d'une observation sur les écarts entre les différentes cultures, ce goût de l'étrange, ses observations sur la culture bouddhiste et la manière dont les insectes qui sont souvent considérés comme des réincarnations d'êtres humains, font partie en fait de l'ensemble d'un grand cycle vivant. Après, pour revenir sur la comparaison entre les insectes et les chats, il y a aussi ce texte que j'ai adoré, qui est le petit texte politique entomologique, c'est ça, sur les fourmis, qui est là pour le coup un texte qu'il a écrit aux États-Unis, je crois, sur le communisme des fourmis, que je trouve absolument génial et hilarant. Voilà, c'est un recueil où on se pique au fur et à mesure de la lecture, et on est de plus en plus fasciné par tout ce qu'il balaye. Voilà, je ne sais pas si tu veux en dire plus, Anne-Sylvie. En fait, juste pour revenir brièvement sur Hearn, c'est vrai qu'il est resté 2 ans en Grèce. Ensuite, ses parents sont retournés s'installer en Irlande. Sa mère n'a pas tenu longtemps en Irlande, elle devait trouver qu'il pleuvait beaucoup. Donc elle est repartie en Grèce. Son père a laissé en Irlande les 2 enfants qu'il avait pour réépouser se remarier avec quelqu'un et partir. Il était médecin militaire, donc repartir aux Indes. Et le petit Hearn et un de ses frères ont été élevés par une grand-tante en Irlande. Et en fait,
la racine de beaucoup de choses chez Hearn, c'est cette éducation irlandaise et catholique, assez profondément superstitieuse, qu'il a initiée dès sa plus tendre jeunesse à des visions, à des choses un peu inquiétantes, avec une espèce d'inspiration gothique qu'il a poursuivie pendant toute son existence adulte. Bon, sa grand-tante a eu des revers de fortune, donc il a dû partir aux États-Unis pour gagner sa croûte, en gros. Pas dans les conditions aussi terribles qu'il décrit, mais enfin quand même dans des conditions un peu rudes. Et il était réputé comme journaliste pour être un peu une sorte de l'homme qui s'intéresse aux choses horribles, aux meurtres horribles, aux charniers, aux cimetières, à toutes sortes de choses épouvantables, ce qui a été une partie de sa carrière de journaliste à Cleveland, à Cincinnati, etc. Et il a fini par atterrir à la Nouvelle-Orléans, où effectivement il s'est beaucoup intéressé au vaudou, il s'est beaucoup intéressé à des tas de choses. Et il était toujours dans cette espèce d'ouverture à l'étrangeté, qui pour lui n'était pas une considération de l'autre. L'étrangeté faisait partie intime de son système et de son existence. Et il était très francophile. Ce qui est intéressant, c'est qu'il a traduit, on trouve très facilement sa traduction en anglais de La Tentation de Saint-Antoine. Il a traduit La Tentation de Saint-Antoine de Flaubert. Bon, voilà, je pense qu'il est vraiment, il a vraiment, de par sa culture celto-grecque, de par ses tribulations, de par son affection pour un certain type de littérature et un certain nombre de choses, il était vraiment effectivement celui qui peut entendre, alors pas à la manière de Fabre, mais d'une manière extrêmement fine et littéraire, qui n'est pas scientifique, hein. Il y a très peu de descriptions scientifiques, il s'en excuse régulièrement. Voilà, c'est de l'observation à la fois poétique, littéraire, et encore autre chose, une espèce d'observation, de mise à... Je crois qu'il fait la synthèse un peu de tout ce qu'on a vu, c'est-à-dire qu'on est à la fois dans de la description, on est à la fois dans de l'observation avec des parallèles moraux, oui effectivement, sur les fourmis, un certain nombre de... Il a des textes sur les abeilles, non pas les abeilles, le dernier texte de Diable. Si, c'est les fourmis, bien sûr. Les fourmis, ces êtres si curieusement socialisto. Il a une espèce de construction science-fictionnesque à partir de Spencer et tout, qui est complètement délirante, qui est très... et qui fait un peu tâche d'ailleurs dans un recueil qui est censé être totalement consacré au Japon. Mais bon, là on n'est plus du tout dans le Japon, on est dans une sorte de délire quasiment à la Wells ou à la on peut me rappeler aussi certains textes de Jack London. Après c'est très très fort aussi sur la place qu'occupent les insectes dans la poésie japonaise, dans la poésie, dans l'existence. Par contrario, dans la poésie anglaise, française. Et puis il y a ce très beau texte de transmutation qui est le suivant, que j'ai voulu lire en français parce que j'ai eu le bonheur d'aller le lire en anglais sur la tombe de l'archiduc de Hearn, qui est enterré à Tokyo donc en novembre. Et voilà. D'ailleurs, lorsque sonnera l'heure de mon départ définitif, j'aimerais être déposé dans un de ces vieux cimetières bouddhistes. Ainsi, les fantômes qui me tiendront compagnie seront anciens et ne se préoccuperont ni des modes, ni des changements, ni des désintégrations de l'ère Meiji. Le vieux cimetière du fond de mon jardin conviendra très bien. Tout y est beau, d'une beauté presque effrayante. Chaque arbre, chaque pierre y a été formé par quelque idéal si antique que nul cerveau moderne ne saurait le concevoir. Et les ombres qui s'y cachent n'appartiennent ni à ce temps, ni à ce soleil. Elles font partie d'un monde d'autrefois, oublié depuis de longues années, qui n'a connu ni la vapeur, ni l'électricité, ni le pétrole. Alors il parle du pétrole parce que c'est dans son article sur les moustiques, et le problème des moustiques, c'est qu'ils infestent les cimetières parce qu'ils ont les petites coupelles d'eau qu'on met devant les tombes, dans lesquelles naturellement ils peuvent pondre, se reproduire et infester les cimetières. Et un des projets de la mairie de Tokyo à l'époque où il écrit est de verser du pétrole dans ces coupelles pour que les moustiques cessent de se reproduire. Le tintement de la grande cloche du temple voisin contient un son étrange et touchant qui réveille en mon être des sentiments et des idées si opposés à mon moi du XIXe siècle
que leurs mouvements faibles et aveugles me causent une peur exquise. Je ne peux entendre ce carillon houleux sans être conscient, dans les abysses de mon esprit, d'un tremblement très doux, comme si des souvenirs y luttaient sourdement pour parvenir à la lumière qui brille au-delà de l'obscurité de millions de morts et de réincarnations. Oui, je veux demeurer là où pourra toujours me parvenir le tintement de cette cloche. Et lorsque je considère la possibilité d'être condamné au sort de Jiki Ketsugaki, de démon dévoreur, je veux, si telle est ma destinée, pouvoir renaître dans un Mizutame, qui est une de ces coupelles, donc, ou dans quelques coupes à fleurs en bambou, d'où je m'envolerai dans le doux crépuscule, en chantant ma complainte perçante, pour aller piquer certaines personnes de ma connaissance. Voilà, donc vous avez tout l'Afcadio Hearn dans ces quelques lignes, qui est à la fois extrêmement ironique par moments, d'une grande et d'un désir de voilà, d'un désir de se couler, de s'identifier tout le temps à ces créatures dont il explique dans multiples essais du recueil que dans le monde occidental, on devrait effectivement leur accorder une place bien différente. Donc je ne suis pas certaine qu'elle soit encore acquise, donc je ne suis pas certaine qu'elle soit acquise où que ce soit d'ailleurs. Mais il y a aussi des scènes assez captivantes de la vie japonaise de la fin du XIXe siècle. Oui, sur les collections d'insectes, enfin, la façon dont on élève les insectes, dont on élève les insectes musiciens, dont on chasse les lucioles. Il y a beaucoup de poèmes qu'il reproduit, qui lui avaient été apportés par ses élèves. Et pour finir un peu et montrer qu'en fait, quand on est du côté des insectes, on est du côté du diable, et quand on est du côté du diable, on est aussi du côté du chat. Voici un extrait de quelques poèmes anglais sur les insectes, parce que les Anglais ont quand même écrit sur les insectes, les Français aussi d'ailleurs, ils en parlent abondamment, et les Grecs, il y a un très beau texte. Il faut sans doute remonter aux racines du christianisme pour comprendre la raison de l'indifférence du monde occidental pour les insectes. Parmi les anciens peuples de l'Asie, rôdaient encore, à l'époque où apparut la religion juive, les croyances les plus insolites et les plus sinistres sur les insectes. Vieilles superstitions assyriennes ou babyloniennes. Les insectes semblaient de bien mystérieuses créatures à civilisation des premiers temps, ce qui n'est pas faux. On les disait alors en relation étroite avec le monde des démons et des esprits malins. Vous savez sans doute que le nom de l'un de ces dieux mésopotamiens, Belzébuth, signifie Seigneur des mouches. Voilà. Donc nous ne pouvons que vous inciter à lire ce recueil, assemblé avec amour par M. Otani dans son temps, et ensuite complété avec affection. Avec amour. Avec affection et amour par nous-mêmes. Et nous en avons quelques exemplaires de la version anglaise. Alors ça, c'est une jolie histoire. C'est l'Afcadio Hearn d'ailleurs en costume japonais. Quand on préparait le recueil pour le Sonneur, je discutais avec Brian Showers, qui est le directeur de cette maison d'édition qui s'appelle Swan River Press, qui est une maison d'édition irlandaise spécialisée en littérature fantastique. Et il me dit « Ah mais est-ce que je peux faire ce volume de mon côté ?» Parce qu'il se trouve que, pour diverses raisons, l'Irlande commence à reconnaître l'Afcadio Hearn comme l'un de ses enfants et un de ses écrivains les plus passionnants. Dieu sait que l'Irlande n'en manque pas, hein, mais donc aux côtés de Yeats, de Joyce, de Lord Dunsany, de pas mal de monde, et de Le Fanu. Est-ce qu'on peut faire on aimerait bien faire de la place à l'Afcadio. Et donc il a décidé de faire ce volume qui coïncidait avec une exposition à Dublin en l'honneur de l'Afcadio Hearn, mais qui va maintenant, je pense, rester, qui va s'inscrire dans le paysage, qui va se réinscrire définitivement dans le paysage irlandais. Donc on a fait ce volume en parallèle en fait du volume français. Il y a un ou deux textes de plus dans le volume anglais, notamment le texte complètement fascinant sur les gaki, sur les démons. Mais sinon, c'est vraiment le même contenu. La préface est à peu près similaire. Voilà, donc il y en a quelques exemplaires. Si ça intéresse quelqu'un, vous pouvez m'en parler. Voilà. Un immense merci à vous. Merci Jean-Luc Sylvie aux éditions du Sonneur, et je vous encourage à boire un verre et acheter, offrir des insectes.
de l'Arcadia Worm. Et nous avons là, pour les participants, un petit objet qui est en fait que l'Arcadia Worm a aussi écrit sur les chats. Donc c'est un très court texte sur son chat, très beau texte. Voilà. Super. Ça, c'est- Super, merci. Bravo. Bravo.